Faut pas abuser sur le temps s'il a quelque chose à dire. Donc, voilà. Et on va clôturer. Merci de me donner la parole. C'est l'occasion pour moi de saluer à nouveau l'auteur de l'ouvrage La philosophie égyptienne du Christ, qui est Dibomba Rimbo, que je connais depuis longtemps, que je suis à travers ses différents écrits sur le thème des humanités classiques africaines, pour les appeler du nom que Cheikh Anta Diop leur a donné. J'ai commencé à le suivre lorsqu'il avait pour nom d'auteur Kenya Souedi, parce qu'il change de temps en temps de nom. Il est comme Omar Bobo qui change de nom. Après, il s'est appelé Dibomba Rimbo. Parfois, il se fait appeler Amenemat. Donc, il est l'homme au mille noms. Donc, je le salue. Je crois que le travail qu'il fait est un travail important pour la culture africaine actuelle. C'est un travail essentiel parce que ça ramène à la question des fondements et des fondations. Et cette question est une question importante. Bien entendu, il n'est pas le premier à l'avoir fait, beaucoup l'ont fait avant, et lui-même le reconnaît, il s'inscrit dans la tradition des Diop, mais avant Diop, il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu Anténor Firmin, il y a eu Dubois, il y a eu plein de chercheurs, il y en a plein qui travaillent sur cette question. Dans ce livre, il mobilise une méthodologie qui s'appuie au fond sur un travail qui a été fait par Obenga quand il a travaillé sur les Bantous, en essayant de retrouver à travers la langue des Bantous un certain nombre de signes témoignant de ce que les Bantous ont constitué un socle culturel fondamental qui, en dépit de sa diversification, comportait encore un certain nombre de constantes. Je pense que c'est dans cet esprit, et en replaçant ça dans la perspective de ce qu'on appelle la kamitologie, c'est-à-dire l'égyptologie vue avec un regard africain, qu'il a travaillé. Je crois que c'est un livre important. Comme je lui ai dit quand il m'a donné le livre, le titre est trompeur. Le titre est trompeur parce que quand vous voyez la philosophie égyptienne du Christ et que vous êtes intéressé à ce genre de choses, vous savez qu'on va parler d'Osiris, qui est l'un des multiples Christ qu'il y a dans l'histoire des religions. Parce qu'il y a plusieurs Christ dans l'histoire des religions, dans plusieurs religions, à plusieurs endroits. Il y a au moins 250 Christ dans l'histoire des religions, quand vous la connaissez. Ce qui montre que c'est une figure récurrente dans l'histoire des croyances humaines. Et si elle est récurrente, ça veut dire qu'elle a un sens. Si les hommes sont obligés d'établir un tel chemin et qu'on le retrouve sous différentes formes, c'est qu'il y a là également une espèce de constante qui peut avoir relativement une valeur de loi. Donc on s'attend à trouver un livre en fait qui va parler du Karis et Seta, ou du Karas, c'est-à-dire d'Osiris. Et puis quand on commence à consulter, bon, il y a de ça, mais ça renvoie à autre chose. Et c'est ça aussi donc qui peut faire la faiblesse d'un livre qui est très puissant, qui est très fort. C'est ce titre trompeur là, parce que si vous en tenez au titre, vous allez en brousse. Maintenant, il y a parfois dans la présentation des correspondances, il y a parfois deux méthodes. Tantôt une méthode qui consiste à trouver un fond bantou. Et à partir du fond bantou, remonter vers l'Égypte. Mais encore, faut-il questionner cette Égypte? N'oublions pas que dans les textes sacrés des Égyptiens, les Égyptiens disent que nous venons de Punt. Or, ce Punt-là, c'est le bantou. Et simplement parce que les gens ont inversé la géographie mentale des Égyptiens, ils ont situé ce qui était à l'ouest à l'est et ce qui était à l'est à l'ouest. Donc Punt, le Punt initial, n'est pas nécessairement là où on croit. Peut-être en travaillant plus, on va se rendre compte qu'il faudrait étendre la zone de pertinence pour comprendre la grande culture qu'il appelle éthiopienne, c'est-à-dire la culture kamitique, la culture couchitique, dans une grande culture qui en réalité, et ça il le dit, après d'autres,
trouve ses origines dans l'Afrique centrale des Grands Lacs. C'est là la grande place qui va brasser un matériau civilisationnel qui est également venu du Sahara, parce que le Sahara ne fut pas un désert. Bon, je pourrais être très long là-dessus, je ne vais pas dans ce sens. Je vais prendre quelques exemples pour montrer en quoi ce que Dibombari Mbok dit est fondé, mais en quoi aussi ce qu'il dit laisse voir des choses qu'il ne dit pas. En page 20, par exemple, il évoque à partir du Tilouba un certain nombre de thèmes. Le thème Fouki, Fouka, pour dire créer, Boufouki, création, Boufouki, Bia, fait d'être créé, Sifouki, Bia, créature et autres. Bon, il relie ça au thème d'Osiris sous sa forme de faucon, en renvoyant à l'égyptien pharaonique Big Bok. Moi, je vois là autre chose. Ce qu'il y a là-dedans, c'est Wok, qu'il a évoqué à un autre endroit en renvoyant un texte de Nkobise. C'est Wok en réalité qui s'exprime ici. Le Fouki là est le correspondant du Bok qu'on trouve chez le Noir, du Bok qu'il y a chez les Bassards, du Bok qu'il y a chez les Betis. C'est la même chose, c'est une articulation. En fait, c'est la conception écologique du monde. Le thème Oikos lui-même a trait à ça, a trait à Wok ou à Woget. Le thème Vicus chez les Latins a trait à cela. Ce type de travail, en réalité, pour désamorcer une accusation qui est souvent faite d'ethnocentrisme renouvelé, a été commencé par des savants occidentaux. Le premier d'entre eux s'appelle Gerald Massey. C'est lui qui a commencé à établir de longues correspondances sémantiques en étudiant les liens entre les langages et qui situe les sources en Afrique. C'est un prêtre, un ancien prêtre anglais, qui après a commencé à faire de la recherche et qui dit que toute l'histoire de la religion et de la pensée trouve ses sources en Afrique. Et que c'est en Afrique qu'est né ce trésor qui est le trésor fondamental à partir duquel se construisent tous les autres. En page 41, je crois, justement, il revient en évoquant encore, cette fois-là, une autre thématique, mais je pense, ouais, il évoque la question du Néther. Je lui ai fait remarquer l'autre jour que cette correspondance avait été effectivement faite par Assar Imhotep, qui est un chercheur américain, qui établit un rapport entre Néther, le terme qui veut dire Dieu, et qui veut dire le drapeau, ce qui me permet de raconter une anecdote. Vous vous rappelez, quand il y a eu l'affaire des Lions indomptables, quand je disais qu'en prenant le drapeau et en donnant le drapeau à Finke, on a donné la Coupe du Monde à l'Allemagne. Vous avez commencé à rire. Parce qu'en écriture hiéroglyphique, Néther, ça représente soit une hache, soit un drapeau. Donc moi j'avais compris ce qui se passait, je savais que l'Allemagne allait gagner la Coupe du Monde. Quand je disais ça, on rigolait. À la fin, on n'a plus rigolé. Parce que le symbolisme a aussi sa valeur. Donc il montre bien le rattachement parce qu'effectivement, je ne sais pas s'il le savait, Assar Imhotep, il fait les mêmes correspondances. Il retrouve le Bendela qui signifie drapeau en Lingala, qu'on retrouve même en Tilouba, parce qu'il n'y a pas le Tilouba dans cette correspondance. Il le renvoie à Néther. Autre chose, en page 84, je pourrais dire ça pour tous les livres, mais on n'en sortirait pas. En page 84, il fait le lien entre le Bemba qui est une langue de Zambie, qu'on parle aussi un peu, c'est une langue qui correspond un peu aux langues Lunda du sud de la RDC. Il dit que le Bemba Sokek veut dire caché. Oui, ça veut dire caché. Il renvoie au serpent, mais bizarrement, il n'établit pas une correspondance. Au lieu d'établir ça avec le socket, qui me semble renvoyer à autre chose, avec ses sept. Parce que ce socket qu'il y a chez les Bemba, on le retrouve en Douala, où dit Esoka. Voilà. Toujours à page 80, il y a un thème que moi j'ai également retrouvé
dans mes correspondances, parce que je fais aussi ces correspondances-là, donc ça a une certaine valeur. Le terme Izuba, Yuba, Zuba, Job, Lijoba pour dire Dieu. Mais seulement, il n'a pas fait le rattachement avec un terme égyptien qui signifie le firmament, ou ce qui est en haut, Tep. Parce que Joba, c'est Tep. L'Ojob, chez les femmes de type, c'est la tête du ciel, c'est le ciel. Job, chez les Bassa, c'est la même chose. Loba, Loba, Isuba, Isoba, tout ça, c'est là. C'est un peu ce que je pouvais ajouter par rapport à ça. Mais ce qui confirme bien le sens des correspondances qu'il établit. Bon, il y avait peut-être encore une chose, je me rappelle. Page 74, non, bon, là, je crois que... Oui, page 74, il parle de la correspondance entre le coco, qui veut dire animal, et puis coco, qui veut dire soir. En réalité, ça renvoie au thème égyptien qu'on trouve dans la cosmologie de Youn. C'est le thème de Kouk, les grands ténèbres. C'est Kouk qui est Koko, Kokowa, Ngoré. C'est Kouk, c'est-à-dire les ténèbres de la nuit. Voilà, pour indiquer un peu le contenu du livre. J'ai suivi quelques débats, notamment par rapport à la Bible. La Bible est un livre sacré qui est d'abord un livre sacré. Comme il a dit, ce n'est pas un livre d'histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas avoir d'éléments historiques là-dedans. Au moins, des historiens établis ont évoqué des personnages évoqués dans la Bible comme étant des personnages qui ont été possiblement des personnages historiques, à commencer par Jésus. Flavius Joseph a dit, même si c'était de manière relative, qu'il y avait bien un Mashiach. Et il disait même qu'en fait, il y en avait plusieurs. C'est-à-dire qu'il y avait au moins à l'époque de celui qui est considéré comme Jésus, 40 équivalents de Jésus. C'est-à-dire dans tout le territoire d'Israël, il y avait 40 prophètes au moins de ce type. Moïse, si on s'en tient notre historien, qui lui est égyptien, mais d'une Égypte déjà colonisée par la domination gréco-macédonienne, c'est Manéthon, Mani Djéouti. Manéthon qui évoque bien l'existence d'un personnage qui en réalité est le thème de Moïse, tel que par exemple Freud va le reconstruire dans The Man Moses, c'est-à-dire l'homme Moïse et le monothéisme. Ce personnage a été identifié et il aurait eu pour nom Djéouti Messou Yuyasof ou Djéouti Messou Osarsif, qui était un grand prêtre d'Osiris, un grand prêtre du culte d'Athènes, c'est-à-dire le culte du disque solaire. Et la présentation de Freud retrouve en réalité les grandes lignes qui sont développées par Manéthon sur le fait que Moïse était un prêtre, un initié et un noble égyptien, un chepsou. Voilà quelques remarques qu'on pourrait en multiplier sur ce livre. Maintenant, sur la question de la manière dont on traite les Égyptiens dans la Bible. Peut-être que les Juifs comme peuple sont situés à un moment précis de l'histoire de Kemet. Ce n'est pas au début, c'est-à-dire comme on fait dans les films où on dit qu'ils étaient là quand on construisait les pyramides. Ils ne pouvaient pas être là parce qu'ils n'existaient pas. Les pyramides ont été conçues au moins 2500, 3000 ans avant que ce qu'on appelle les Juifs puissent exister. Par contre, il y a une stèle du pharaon Meremta ou Merneptah, qui est le fils de Ramsès II, Ramos II, qui indique un peuple qui s'appellerait Israël, c'est-à-dire Israël. Donc, Meremta, c'est le fils du grand pharaon Ramsès II. À ce moment donné, les Juifs existent. Mais il y a un équivalent, ou au moins deux, qui en fait sont en quelque sorte les ancêtres ou les ancêtres des Juifs et des Arabes, qu'il connaît bien, les Apirou, ou les Apirou, et les Ekakassou, c'est-à-dire les Hyksos. Oui. En réalité, ces peuples, comme tous les peuples dominés, à un moment précis, ça se trouve dans l'histoire, ça n'a pas à voir avec telle ou telle formation historique ou géographique. Quand un peuple est dominé, il conçoit du ressentiment, il y a de la rancœur. Ça veut dire qu'après, s'il se trouve en position de force, il va réinterpréter même l'histoire de la période où il est dominé en fonction de cette rancœur. Ça arrive très souvent dans l'histoire, ce n'est pas spécifique, on le voit sous une forme symbolique.
dans la bande dessinée. Vous connaissez bien Astérix. Vous voyez comment on raconte l'histoire des rapports entre la Gaule et Rome dans Astérix. Ça n'a rien à voir avec la réalité dominante, qui était que la Gaule a été dominée par Rome et que Rome a influencé la formation d'une nouvelle culture dite gallo-romaine qui allait donc produire une nouvelle configuration culturelle. Dans Astérix, avec son compagnon Obélix, on vous montre les Gaulois tout le temps en train de massacrer et de taper les Romains. Mais l'histoire réelle, pour autant qu'elle ait un sens par rapport à ça, ne s'est pas exactement passée de la même manière. C'est un peu le même phénomène qu'on retrouve dans la reconstruction du trésor culturel et cosmothéologique de l'humanité en fonction de son déplacement. Parce qu'il y a des thématiques qui sont des thématiques en quelque sorte universelles. Si vous pouviez faire une histoire universelle des religions, vous les retrouveriez au-delà même des grandes différences, qui se présentent entre les systèmes religieux et les systèmes de salut. Voilà pour un peu résumer mon rapport à ce livre, qui est un livre important. C'est le genre de livre qu'il faudrait lire pour développer sa culture et pour avoir une autre perspective, un autre regard sur l'histoire du monde et sur l'histoire de l'Afrique. Parce que ce livre, comme d'autres, montre que le filon qui a été ouvert par les Africains américains, comme on les appelle aujourd'hui, les Africains caribéens, n'est pas inutile. C'est le filon de la libération et de l'émancipation. L'émancipation ne devant pas s'entendre comme la revanche. C'est simplement que chaque peuple assume son autonomie. Et il n'a pas besoin pour assumer son autonomie de détester les autres ou de faire la revanche. Il a simplement besoin d'avoir de lui une idée qui est une idée digne, fondée sur des éléments qui sont des éléments concrets. Je vous dis que ce qu'il y a ici, moi, je l'ai rencontré il y a 2 jours, mais il y a plein de choses que j'ai retrouvées qu'il dit. Et pourtant, avant ces 2 jours, on ne connaissait pas. J'ai eu la même chose avec Biogo. Je lui ai dit telle chose, il était d'accord. Je lui ai fait les mêmes nuances aussi, parce qu'évidemment, on se croise, et il y a des zones où on diverge. Ça veut dire qu'il y a des éléments concrets. Et la langue, je finis là-dessus, pas. On dit par exemple, pour ne prendre que les peuples descendants de Couchites, de Cananéens et de Kami, on sait encore plus ou moins qu'on descend de Couchites ici, mais beaucoup ici ne savent pas qu'ils descendent de Cananéens, ne savent pas qu'ils descendent de Phéniciens. Moi, je suis en train de retrouver des éléments qui le montrent et qui ne trompent pas. Je vous prends donc un terme qui montre que la langue ne trompe pas, même quand elle se déplace. Pour dire, écrire, aujourd'hui, dans un certain nombre de nos langues du Cameroun, on dit Tili, chez les femmes de Tili, Tila, en Douala ou en Bassa, Touet, en Babou. Si vous regardez l'égyptien, pour dire écrire, on ne dit pas directement. On dit sèche ou sec, qui va renvoyer à Sao, par exemple, en Bassa, qui désigne aujourd'hui ce qu'on appelle le stylo, qui autrefois était la plume, ou Seha. Mais il y a le terme terou en égyptien veut dire dessiner. Donc dans nos langues, il y a le souvenir du fait que l'écriture s'était dessinée. C'est-à-dire que c'était les hiéroglyphes. Et aujourd'hui, sur l'écriture du roi Bamoun, le Chouman, on a constaté qu'un certain nombre de signes, en réalité, depuis Diop, on le sait, c'était des hiéroglyphes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, cette écriture a largement préexisté au sultan Joya, mais était en quelque sorte dévitalisée par des castes d'initiés qui enfermaient le savoir pour eux. Et en fait, si vous reconstituez l'histoire de plein de systèmes graphiques en Afrique, vous allez retrouver les restes de l'écriture. C'est la dernière chose que je dis, c'est l'histoire de la bouteille cassée. Si vous prenez une bouteille, vous cassez la bouteille, les tessons se dispersent. En fonction du choc, ils vont plus ou moins loin. Donc vous allez retrouver des tessons dans tous les sens. Si vous prenez seulement le tesson pour faire la comparaison par rapport à la bouteille, vous n'allez jamais comprendre la parenté. Mais si vous commencez à rassembler les débris, même s'il y aura toujours des morceaux qui vont manquer, vous allez retrouver les parentés. Les parentés, elles sont là. Et c'est dans le passé qu'il y a notre futur. Parce que c'est quand nous allons maîtriser ça que nous allons comprendre ensuite les interactions entre la culture couchite en Afrique
couchique en Asie du Sud-Ouest, c'est-à-dire à Soumer, puis à Elam, de la culture kamite égyptienne, la culture cananique, cananéo, qui reste dans les noms de nos dieux. Quand chez les Bafia on dit Bel par exemple, c'est Baal. Le dieu Bélé est connu chez les Sawa. Pourtant, nous ne savons pas que nous avons ce lien. Voilà, et je remercie encore l'auteur que je félicite pour ce travail. Comme on dit, qu'il avance. Nous, on vient après. Ok, allez, merci.